Bien, bonsoir à tous. Bienvenue dans la plateforme de la création architecturale, espace du déplafonnement, comme vous pouvez le voir. Le thème de ce soir, de ce rendez-vous du laboratoire logement, qui est l'un des programmes les plus expérimentaux que nous avons développés depuis le mois d'octobre, consiste à poser les questions, être une veille sur la question du logement. Donc, elle est centrée sur la France, alors que le reste du programme de la plateforme est très européen, donc ouvert sur toutes les autres formes d'exercice et expérimentation, Danemark, Suisse, Italie, Espagne, Pays-Bas, bref, toutes les expériences les plus intéressantes. Là, nous voulons absolument rester sur la question française, avec ses spécificités. Et nous avons commencé ici avec Monique Eleb et trois équipes architectes qui ont justement montré qu'on pouvait sortir du carcan des normes. Eh bien, on a posé les questions de l'état des lieux du logement. Alors ce soir, c'est une question très particulière, le déplafonnement parisien. Ça veut dire qu'on va parler d'urbanisme et d'architecture, autant l'un que l'autre. On va parler autant de gabarit que de mixité programmatique. Ça va être les sujets. Alors je rappelle les choses, le vélome de 37 mètres dans la ville d'Haussmann. C'est évidemment pas Haussmann qui décide les 37 mètres, mais la circulaire Guichard en 73 qui sonne l'arrêt des tours et des bars, et donc par là même la fin des grands ensembles, va donc toiser en fait les constructions. Ce régime des 37 mètres va être imposé à la nouvelle municipalité parisienne. Je rappelle que le premier maire de Paris, c'est en 1977, et ne sera arrêté qu'en 2010, lorsque le PLU, justement, va autoriser de crever le plafond et donc de construire plus haut, 50 mètres pour le logement, nous allons en parler, et puis 180 mètres pour le tertiaire. Alors, habiter la hauteur, c'est quand même un sujet qui, évidemment, excite tous les architectes autant que les maîtres d'ouvrage, j'imagine. Je rappelle qu'il y a un précédent. Le premier gratte-ciel parisien, il est dans le 13e, en face du Mobilier National, et c'est la tour Croulebarbe. Je parle du premier gratte-ciel d'habitation. Il s'appelait d'ailleurs, il était surnommé par les promoteurs à l'époque comme le gratte-ciel numéro 1. Ce qui voulait dire qu'il y en avait une grande série qui allait s'annoncer. Il n'y en a pas eu tant que ça. Parce qu'on est optimiste. Voilà. Mais évidemment, cette référence, c'est une tour de 61 mètres de haut, donc pour un gratte-ciel, on peut dire qu'il est calme. Non, il n'est pas elliptique, c'est un bâtiment en métal, voilà, signé Édouard Albert, qui est par ailleurs l'architecte de Jussieu. Donc tous les architectes ici le connaissent, mais ce bâtiment très particulier a été quand même la référence des références en termes d'habitation. Je voulais le rappeler, donc c'était 21 étages, 110 logements, et il est sorti en 1960, dessiné en 58. Ce qui nous ramène, vous voyez, il y a une cinquantaine d'années. Et puis, on a eu la série du bouquet de tours. Parce que vous savez qu'il y a la tour soit solitaire, soit le bouquet de tours, la forêt de tours. Et là, ça a été le front de Seine. On pourrait citer celui-là, je pourrais parler du 13e. Mais le front de Seine est assez intéressant parce qu'il s'est lui-même toisé à 100 mètres. Là, c'était donc le grand projet de Lopez, Potier et Proux, qui vont donc s'inspirer évidemment de la charte d'Athènes, des strates, habiter, travailler, circuler, et vont donc, sur l'urbanisme de Dalle, c'était l'époque, eh bien, on va planter une vingtaine de tours, toutes 100 mètres, pas un mètre de plus, et puis voilà. Donc voilà, c'est juste pour ne pas vous faire l'historique de la tour et autres, ce n'est pas l'objet de notre débat, mais c'était juste pour camper le contexte parisien. Alors la ville verticale, évidemment, on en parlera, c'est un vrai sujet. On voit bien que les capitales européennes sont en fait dans une sorte de compétition très forte, et Paris y participe, puisque on sait que la tour du Haut de Jean Nouvel, c'est 180 mètres et 122, du haut parce que deux tours, bureaux, commerce et hôtel, et puis la tour d'Herzog de Meuron, qui est devenue finalement multifonctionnelle, et bien, elle, c'est 180 mètres dans le parc des expositions à Paris. Alors, ce soir, nous allons parler d'une sorte de confrontation, parce qu'elle
Elle est amusante, la confrontation, elle est même locale. On a l'impression qu'on a pris comme s'il y avait un tropisme dans le 13e. Là, il y a des 50 mètres, il y en a deux qui poussent d'un coup. Il y a Home. Voilà, alors je vous représente les architectes de Home. Voilà, je vais les présenter tous. Et puis, la tour de la biodiversité. Alors, ce soir, deux maîtres d'ouvrage, trois architectes, François Berthière, donc le PDG de Bouygues Immobilier, Philippe Rosier, le directeur de la construction de Paris Habitat, Édouard François, donc l'auteur de la tour de la biodiversité, Jean-Christophe Masson de Hamonic et Masson, donc l'un des architectes de l'ensemble Home, on va rentrer dans le détail, et puis Pierre-André Comte et Vollenweider, là aussi très belle coopération architecturale avec des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Voilà un vrai sujet qui a rassemblé les architectes sur ce thème, voilà qui va permettre de lancer notre débat. Alors je vais commencer par vous, Monsieur Berthière. Quand vous vous retrouvez là à faire la première tour, parce que ça a commencé avec vous, après cette histoire, est-ce que vous vous êtes souvenu de la tour Croulebarbe? Est-ce que ça vous a rappelé vos études, bien sûr, mais est-ce que ça vous a rappelé peut-être de dire, tiens, il faut qu'on fasse un signal particulier? Vous voulez la vérité? Non. Non, j'ai pas pensé nous, on l'a pas pensé à la tour Croulebarbe. Il se trouve que on avait, enfin nous, Bouygues Immobilier, on avait beaucoup travaillé dans cette ZAC du 13e, avec des immeubles de bureaux. On a construit plusieurs immeubles de bureaux et moi j'ai toujours été frustré par le fait que d'abord l'avenue de France elle est toute droite parce qu'elle suit les rails et qu'il n'y a pas le choix, et que deuxièmement on avait mis c'est des programmes de bureaux, il y a un gabarit. Donc quand vous vous baladez l'avenue de France, entre le premier immeuble qu'on a fait, c'est celui qui est au coin du boulevard Auriol, là où il y a le métro aérien, finalement quand vous vous baladez dans cette rue, c'est quand même pas très sympathique. C'est-à-dire qu'on a un alignement rectiligne, on a un alignement de gabarit, c'est des immeubles de bureaux avec leur qualité, leur défaut, mais avec une architecture assez structurée et assez rigide. Ça s'est un peu amélioré avec Porte-Sampard et ses îlots ouverts. Le premier îlot ouvert qu'on ait fait, c'est celui qu'on a fait pour la caisse des banques Vauvert et de Villers. Et à l'époque, on s'est dit, ils sont fous, on ne va jamais y arriver. Puis ça a assez bien marché. Et finalement, vous avez un paysage urbain avec une rue toute droite, ou une avenue toute droite, l'avenue de France, des immeubles à alignement, un gabarit, alors on s'est tous collés au gabarit, et des façades qui sont globalement produits verriers assez homogènes. Et quand on arrive, et donc c'était pas très sympa. Et puis on arrive au bout, il y a ce sujet de déplafonnement. Quand vous parlez de tours, il faut bien comprendre qu'il y a des réglementations qui sont très, très contraignantes pour les promoteurs et les architectes, qui sont liées à hauteur. Un GH en bureau, il faut que le dernier plancher, c'est 28 mètres, parce que la grande échelle de pompier doit y arriver. Donc c'est R+8, R+9, disons. R+9, si on est malin. Et puis en logement, on peut monter à 48 mètres, donc 50 mètres. Et quand on est arrivé au bout, effectivement, la ville de Paris a dit vous pouvez franchir les limites. Et on est arrivé avec ce programme. Il y a eu un programme de logement qui a été en adjudication avec du programme, une partie sociale, une partie en accession, avec la capacité de monter à 48 mètres au dernier plancher, donc 50 mètres sur le bâtiment, ce qu'on a fait avec vous. On a soumissionné, on a fait un projet. Alors, comme toujours, la ville de Paris, c'est des concours un peu particuliers, la ville de Paris, qui nous énerve beaucoup. Moi, je l'ai dit souvent à Anne Hidalgo. Ils font un appel d'offres, ils nous disent voilà, combien vous payez le terrain? Et c'est celui qui paye le plus cher, c'est le plus fou ou le plus bête, je ne sais pas comment il faut dire, qui gagne. Sauf quand c'est du social, parce que vous êtes protégé. Et donc, on répond, finalement, on gagne sur le prix. Et après, la ville de Paris nous dit que maintenant que vous avez gagné sur le prix, vous allez faire un concours d'architectes. Et on va choisir ensemble l'architecte. Donc c'est un vrai concours d'architecture. C'est ça qui était bien quand même.
Oui, mais moi, non, mais c'était bien. Alors, je vais vous dire pourquoi c'était un vrai, parce que c'est pas du tout celui que j'avais imaginé qui a gagné. Mais, ni Anne Hidalgo, pour être tout à fait juste. Donc c'était un vrai concours. Ça, c'est très bien. Par contre, il y a quelque chose qui me choque profondément, c'est que finalement, on dit la valeur de l'immeuble, de la valeur des appartements, elle est indépendante de la qualité de l'architecture. C'est pas vrai, ça. Si l'architecte aujourd'hui, les œuvres architecturales, comme les œuvres d'art, elles ne doivent pas avoir la même valeur si c'est pas le même architecte. Et donc je trouve que il y a deux choses. C'est que premièrement, le coût n'est pas le même. Il y a des architectes qui. Je vais vous laisser la parole, rassurez-vous. C'est vrai que c'est important cette manière de faire les choses. Non, mais ce que je voulais dire, c'était pas du tout pour être. Ce qui est important, c'est il y avait un vrai désir d'architecture. Non, mais c'est important de le dire. Non, mais oui, mais c'est parce que je pense que non, mais ça peut être mal compris. C'est-à-dire le fait de râler sur le prix du foncier, ce qui est effectivement. Mais non, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que la ville vend très cher des terrains. Donc c'est un vrai problème pour les promoteurs. Ça, c'est vrai. C'est un vrai sujet. Mais en même temps, je pense que le fait de séparer le concours d'architecture du concours foncier est super important pour la qualité architecturale à la fin. Donc ça, et d'ailleurs, on l'a vu au niveau du concours. Parce qu'on se retrouve souvent dans le cas où architecture et offre foncière sont liées. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'offre foncière qui gagne. Oui, non, mais attends, pour répondre à ça. Premièrement, moi, je suis des gens qui croient que l'architecture fait vendre. Donc c'est vrai en bureau, c'est évident en bureau, parce que quand vous vendez un siège social à un chef d'entreprise, il véhicule son image ou l'image de son entreprise à travers l'architecture, et ça a une valeur. D'ailleurs, quand vous regardez dans l'histoire les grandes œuvres architecturales, c'est les maîtres d'ouvrage, c'est parce qu'il y a eu un maître d'ouvrage, un propriétaire qui a dit c'est ça que je veux. Donc, moi, je trouve que ça, c'est bien. À l'inverse, je trouve qu'il est choquant de dire que le prix du terrain est indépendant de la valeur de l'architecture, de ce qu'on met dessus. Voilà. Alors maintenant, pour dépasser ce petit sujet, on a gagné, on a payé très cher, mais j'assume. Hein, on n'avait qu'à pas le faire. Hein, c'est notre problème. D'ailleurs, on a gagné notre vie. Il n'y a pas de sujet. Et après, ce qui est vrai, c'est qu'on a fait un concours d'architecture. On a vu, il y avait 4 concurrents. Et il y a eu un jury à la CEMAPA dans lequel Anne Hidalgo, qui était à l'époque adjointe à l'urbaniste, est venue. Moi, j'ai appelé Anne avant et je lui ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez Et on avait une autre idée. Je ne dirai pas laquelle. Et puis, le jury s'est déroulé. Et pendant le jury, moi, je me suis dit, merde, on déconne. Et elle aussi, donc je lui ai passé un petit mot. Je ne sais pas si vous l'avez vu. La vérité vraie, c'est qu'on a changé pendant le jury. Et qu'on a dit, ben voilà, on prend ce projet, on en est ravis. C'est vachement bien. Évidemment, j'ai quelques critiques ou quelques remarques, mais je dirai ça après. Mais en tout cas, on est ravis d'avoir pris ce projet. Et c'est vrai que c'est un vrai concours en ce sens que moi, j'ai fait, dans ma vie professionnelle, j'ai fait beaucoup de concours, à la fois du côté du jury, mais aussi de l'autre côté, c'est-à-dire à l'envers, où je propose des projets, et donc je sais très bien que les choses ne sont pas toujours très claires, elles sont parfois décidées à l'avance, et là, ce qui est vrai sur Home, c'est que ce n'était pas du tout décidé à l'avance, c'est un projet qui était totalement inattendu pour nous, et qui finalement est un magnifique projet. Donc voilà ce que je voulais dire. Et qu'on a fait vraiment pendant le jury avec Anne. Alors, Monsieur Rosier, puis après on va rentrer dans le détail des projets. Vous, à Paris Habitat, quand vous êtes confronté à la même question de la hauteur... Il était là, hein. Enfin pas lui, mais pas lui, mais le patron de Paris Habitat était là et on s'est rebouclé après, il n'y a pas eu de problème. Donc eux, vous saviez ce qu'ils faisaient en face, vous saviez. Donc déjà le contexte commençait à se formaliser là. Vous voyez quelle était... Non, oui, c'était pas encore... Parce que c'est eux qui ont gagné le premier. En fait, oui. Ah, c'est le contraire dans l'histoire. Ils étaient très feignants, on a fini avant eux.
Voilà. Il y a un paradoxe, c'est que notre projet est le premier PC, mais on l'a livré le dernier. Et notre projet est plus haut, mais il est situé plus bas en topographie. Donc on a une espèce de... D'accord. C'est un métier, hein. Non, mais En fait, c'était un faux 50 mètres parce qu'il est sur une butte. non, c'est vrai que Paris Habitat est arrivé en premier. Il y a eu déjà aussi des débats qui ont été importants parce qu'il a fallu 2 jurys. Il n'y a pas eu l'unanimité dès le premier concours, donc il a fallu 2 concours, comme quoi il y avait un véritable débat sur ce qu'on attendait en termes de qualité architecturale, de qualité d'usage, qualité urbaine, parce que c'est pas simplement la tour, mais c'est un îlot. En fait, c'est un îlot qui est composé avec un bâtiment qui préexistait, qui est une résidence étudiante de la RIVP. Donc il y a une mixité au niveau de l'îlot avec des commerces, une crèche, un foyer de jeunes travailleurs, voilà, des logements familiaux. Donc c'était aussi ça qu'il fallait réussir puisqu'il y a une variation sur la hauteur. Ça, c'est ce genre aussi de ce que disait François Berthière sur à la fois l'îlot ouvert, la variation des hauteurs. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans la ville, qui monte et qui descend. Enfin, je crois que ce qui est intéressant, c'est quand on est un peu dans des bâtiments un peu homogènes, on arrive parfois à un vélum qui finit par être un petit peu épuisant. Ce qui est intéressant dans ce qui a été réussi au niveau de cet environnement, c'est qu'on arrive à créer des vraies différences. Donc la question après se pose d'aller au-delà des 50 mètres, mais là, il y a un vrai sujet réglementaire derrière qui se pose et qui aujourd'hui est quand même un petit peu difficile à contourner, ou alors il faut raisonner à d'autres échelles. Il faut raisonner, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais sur des mixités, sur comment on arrive à absorber pour notre locataire des coûts en termes de charges, de gestion, de sécurité. Et là, aujourd'hui, c'est un des sujets sur lesquels nous on réfléchit. Un peu plus loin sur les maréchaux dans le 15e, là on va livrer à l'été une opération qui reste dans le vélum des 37 mètres, mais on est avec Free Niel juste à côté qui va nous fournir 80% de la chaleur avec ses serveurs pour nos locataires et qui va nous faire 50% de nos besoins en eau chaude sanitaire. Donc ce type de réflexion à l'îlot, à l'urbain, au-delà de la hauteur, ce qui nous intéresse, c'est pour notre locataire futur, qui est encore peut-être plus que l'accédant à la propriété chez Bouygues Immobilier, soucieux de ses charges, de la qualité d'usage, de la qualité architecturale. C'est la façon dont on a une pensée globale sur la ville, la qualité des espaces publics, la qualité d'usage dans les logements. Voilà, donc c'est surtout ça aussi qu'on essaye nous de développer, puisque on peut, en comparaison, apporter ici un peu le point de vue du locataire et de voir en fait quelle qualité on apporte à notre locataire. Ce qui est intéressant là dans notre tableau, c'est que nous avons le promoteur qui construit aussi en VFA, puisque là dans cette histoire c'est la RIVP qui va justement prendre l'opération, enfin en tout cas l'un des deux corps de bâtiment, et puis vous qui, on voit bien votre attachement en tant que gestionnaire, vous restez ensuite. On voit bien que tout votre discours est là-dessus. Je vous interrogerai sur quand même la tour Bois-le-Prêtre, qui est quand même là aussi là. Vous connaissez la hauteur de la tour Bois-le-Prêtre ? Je la connais pas, mais je crois qu'on est dans le vélum à peu près de la 50aine de mètres. Enfin, je pense qu'on est dans ces hauteurs-là. On ne doit pas être beaucoup plus parce qu'on n'est pas classé en IGH. Donc on doit être bon. On doit être dans le vélum des 50 mètres. Voilà, on en reparlera tout à l'heure pour savoir justement s'il va y en avoir d'autres de ce type, je veux dire de la transformation. Mais là, on va rester sur la construction neuve. Là, l'opération Home, elle est très particulière parce que justement, elle est dans le typique de la mixité programmatique. Hein. C'est logement social, logement accession et commerce. Hein. Il y a les 3 composantes des choses avec 2 équipes d'architectes, je l'ai dit, mais un seul projet. Je crois qu'il faut bien faire comprendre que, et c'est peut-être ça qui vous a peut-être fait changer d'avis, c'est que là, il y avait un seul projet, non, et pas 2 tours. Comment vous... Je vais vous laisser la parole à l'architecte, mais ce n'est pas du tout atypique. Moi, je n'ai plus un seul projet qui ne soit pas mixte. Aujourd'hui, la quasi-totalité des projets qu'on construit, ils sont mixtes. Il y a du logement accession, il y a du logement social. Au rez-de-chaussée, il y a des commerces ou de l'activité. Il y a parfois du bureau pour faire de l'hôtel pour les très grands projets. Mais en tout cas, quand on fait même les projets de 50 logements, il y a toujours une partie sociale. Et effectivement, c'est une demande des maires, mais c'est aussi un souci qu'on a, et on ne différencie pas de l'extérieur l'aspect du logement social et du logement qui l'est pas. Alors après, il y a à l'intérieur, c'est vrai que nos maîtres d'ouvrage sociaux, quand on va en VFA, ont des demandes spécifiques, particulières. Ils sont plus attachés, ils sont souvent plus durs dans
dans un ensemble d'éléments de prestations pour la durabilité. D'autant plus que le prix étant fixé, ils s'en foutent. Hein. Le prix les concerne pas, puisque le coût est fixé. Mais ils réfléchissent parfois plus à long terme, encore qu'on le fait aussi. Mais en tout cas, nous, on fait très attention à ce qu'on ne voit pas la différence. Et d'ailleurs, c'est ce que demandent les élus, et les architectes sont très adaptés et très habitués à ça, en fait. Oui, je dirais même qu'ils militent justement pour qu'il n'y ait pas une stigmatisation du logement social, et que si je prends l'opération de Nicolas Michelin au grand large à Dunkerque, on voit bien qu'il s'agisse de logement social ou d'accession, c'est la même architecture. Non mais Home, sur Home, je vous défie de dire où est le social, où est l'accession. Et à la limite d'ailleurs, le social, c'est pas la tour c'est l'accession, et ce qui est un peu plus bas, c'est le social, ce qui intuitivement pourrait être le contraire. Alors Jean-Christophe. Mais ce qui est intéressant, moi je voudrais juste revenir sur cette histoire de déplafonnement en fait. En fait, c'est pas un déplafonnement à Paris, c'est un replafonnement. Parce que 50 mètres, c'est une limite, c'est une autre limite. Donc déjà, mais c'est important parce qu'on remet quand même une autre échelle. Mais moi, ce que je trouvais intéressant, et pour revenir à l'histoire du concours et de manière générale sur l'idée de la verticale, on parlait de désir d'architecture. C'est vrai que ce qui est super intéressant et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est comme toutes les villes veulent un 50 mètres, il y a un désir d'architecture au niveau des villes sur ce sujet-là. Alors, évidemment, les architectes ils sont très contents, surtout quand ils sont invités à pouvoir discuter. Mais c'est ça qui est plutôt intéressant, qu'il y a une espèce de volonté à la fois des maires et des maîtres d'ouvrage sur le 50 mètres de remettre aussi l'architecture, et l'architecture en entier. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'usage. L'usage, pour moi, c'est comme le solfège en musique, c'est-à-dire que c'est normal. Je veux dire, un bâtiment, il faut que ça fonctionne. Des logements, il faut qu'ils fonctionnent. Mais c'est surtout qu'on remet au niveau de l'architecture, on reparle de symbolique, on reparle d'esthétique, et ça fait du bien. C'est-à-dire que tout d'un coup, tous les acteurs de la ville se remettent à voir l'architecture dans une globalité qui n'est pas simplement ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire cette espèce d'humilité française de dire on va parler uniquement de l'usage, c'est-à-dire de séparer le fait qu'un bâtiment qui est beau, peut-être, on ne parle pas d'usage, il est beau, mais donc ça peut devenir... Là, ce qui est intéressant avec cette dimension du 50 mètres, c'est que tout d'un coup, il y a un désir d'architecture, mais d'architecture de manière générale. Et après, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde tire un peu dans le même sens. Et on l'a vu sur Home. Home, c'est un manifeste de cette histoire-là, c'est-à-dire que du concours jusqu'à la livraison, à tous les niveaux, tout le monde est allé dans le sens du projet. Mais même les gens sur le chantier. C'est-à-dire que c'était quand même une aventure assez exceptionnelle. Et ce 50 mètres, cette espèce de rêve de la hauteur, je pense que ça fait du bien aussi dans la création architecturale. Et voilà. Alors Pierre-André Comte, justement, là, comment vous vous associez, parce que vous n'avez pas fait vos études ensemble, vous n'avez pas d'histoire ensemble, professionnelle. Comment quelle est la raison de cette association? La raison, peut-être que Jean-Christophe peut l'expliquer. Nous, en tout cas, on a été invités par Gaël et Jean-Christophe à participer à ce concours avec eux. Donc, évidemment, on a accepté. Donc, on a fait ce concours ensemble. Et par rapport à la question de la hauteur et aussi du gabarit, je pense que ce qui est intéressant aussi sur Home, c'est que justement, par rapport aux autres projets, on n'a pas cherché à faire 2 tours. C'est-à-dire que la capacité était de faire 2 tours. Et là, on a travaillé sur un projet qui joue sur une volumétrie. C'est-à-dire que l'intérêt de la hauteur, c'est de travailler une volumétrie, de chercher à faire entrer de la lumière en cœur d'îlot, enfin de pouvoir un peu sculpter, effectivement, se donner la capacité à amener autre chose qu'une densité, une rentabilité, etc., qui de fait est là par la verticalité, c'est-à-dire qu'on empile plus, donc on a une rentabilité qui permet et qui est indispensable aussi pour que l'usage fonctionne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vient chercher plus de hauteur, on a quand même des appartements qui sont en bas, qui sont dans les premiers niveaux, et il faut que tout ça fonctionne. Et du coup, c'est vrai que la hauteur, c'est une obligation, un potentiel, mais aussi une obligation de travailler
une forme sans complexe et qui permet de trouver une nouvelle architecture dans ce gabarit-là. Et après, la particularité de Home, et je pense que c'est une attitude qui est intéressante, c'est qu'à un moment, le gabarit 50 mètres qui est lié à des contraintes de sécurité incendie, de gardiennage, etc., ça peut être intéressant. Enfin, à Paris, en tout cas sur le 13e, c'est 50 mètres la hauteur, alors que ça pourrait être 50 mètres le dernier niveau desservi. Donc on pourrait monter un peu plus haut. Voilà. Si tu restes dans la règle IGH, c'est le dernier plancher accessible à 50 mètres. Oui, on a bricolé, mais la hauteur, le gabarit voilà, ça pourrait être un peu plus haut. Et là, sur ce projet, la partie gradin ne monte pas aux 50 mètres. Et à un moment, c'est intéressant aussi de travailler justement un skyline. Et ce qui est important, c'est de réussir à travailler justement dans ce gabarit 50 mètres et de réussir à faire dialoguer des immeubles dans une forte proximité, puisque le terrain de Home, il fait 65 mètres à peu près de long. Donc on est quand même... on est sur une hauteur de 50 mètres, sur une longueur de 60 mètres. Donc il y a effectivement une forte densité qui n'est pas vécue comme ça quand on est dans l'immeuble ou quand on est à proximité. Et c'est vrai que cette question de la hauteur, qui est le plus haut, ou est-ce qu'on est tous à la même hauteur, c'est quelque chose peut-être qui est intéressant à prendre en compte, parce que à un moment, c'est ce potentiel de sculpter. Alors François Berthier parlait tout à l'heure de la monotonie de l'avenue de France, un peu, si j'ai bien compris. Là, l'idée de travailler sculpturalement, justement, répond à ce désir de casser la monotonie. Il y avait un double discours, c'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il y a cette avenue de France qui est très très horizontale, et à un moment, le projet de Home commence à amorcer la question de la hauteur, en sachant que encore plus loin, enfin à peine plus loin, il y a la tour qui à l'époque n'est pas encore désignée, mais qui est la tour du haut, qui elle monte à 180 mètres. Donc à un moment, dans cette question du gabarit, on travaille effectivement dans cette idée-là. Donc c'est l'idée d'un crescendo. Hein. Oui, mais ça, en fait, ça commence là pour. Mais c'est un espace de liberté. Enfin, c'est ça qui est très important, parce qu'on va peut-être parler d'urbanisme aussi. C'est-à-dire que quand tout d'un coup, le déplafonnement, comme il appelle, enfin le replafonnement, permet tout d'un coup d'autres choses. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant. Et donc, effectivement, comme tu l'as dit, ça permet de nouvelles formes. Et la forme, elle n'est jamais dissociée des nouvelles idées. C'est-à-dire que je pense que tout est lié. Quand on commence à... J'en reviens toujours à la même chose. Et la force de Home, c'est que je pense que la forme de Home est atypique et différente. Et on y vit différemment. Et en fait, c'est cette richesse-là qui est extrême. C'est pas le fait forcément de la hauteur. Le problème de la hauteur, c'est si on fait que des 50 mètres plafonnés et qui deviennent un empilement de logements et qu'on repart dans la monotonie, puisqu'un des sujets du logement, c'est évidemment la répétition. Donc c'est un des sujets de Home, puisqu'il y a pratiquement 200 logements dans Home, un peu de choses, enfin on arrondit à 200, et il y a la moitié sont des typologies différentes. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que la forme nous a permis aussi de travailler des typologies différentes et nombreuses et variées. Vous avez été étonné par leur proposition architecturale, c'est-à-dire qu'en termes de rendement, par rapport justement aux clients en accession à la propriété, est-ce qu'ils vous ont étonné? Moi, ce qui m'a intéressé, enfin, ce qui m'a étonné et intéressé, c'est que c'est pas crescendo, comme vous disiez crescendo, c'est qu'on monte et puis on redescend en fait, et puis après on remonte avec Édouard derrière. Ou avant. Descend un peu parce qu'il est plus bas. Non, mais je vois qu'il piaffe, là. Il faut quand même... Oui. On va le dire à Édouard. Il y a un deuxième sujet, c'est qu'on est resté au niveau du sol, du piéton, on est resté avec un socle qui est dans l'alignement, enfin dans la continuité de cette avenue, parce qu'on ne pouvait pas... Elle existe, hein, elle s'impose. Et puis au-dessus, la tour, ça se twist, quoi. C'est tordu. Et nous, après... Bon, après, on a des ratios divers et variés de rendement. Enfin, ça, on est assez directif sur ce genre de sujet. Et deuxièmement, il y a un sujet évidemment qui est fondamental pour nous quand on monte, c'est la vue. Et donc, il se trouve que la plus belle vue, elle était plutôt au nord. Enfin, c'était compliqué parce que le sud et l'est, il y a des vues très dégagées mais moins flatteuses, et puis au nord et au nord-ouest on avait des vues, et donc ça a été très intelligemment pris en compte par ce twist de la tour, de la partie accession, sachant que la partie locative est
les mêmes qualités d'habitation, et avec des logements qui sont vraiment superbes, qu'on a visité avec le maire, ou la maire maintenant, qui était ravi. Alors, ce qui est flagrant, c'est que tous les deux, vous allez beaucoup travailler sur les relations à Paris, et pas de la même manière. Du côté accession, ça va être un travail sur la terrasse, et de l'autre côté, ça va être justement un travail sur le balcon coursive qui devient, parce que ça c'est un sujet, on a déjà vu sur l'îlot Villot-Râpé, que précisément c'est une extension du logement d'une autre manière. Donc c'est intéressant comment les choses se répondent là typologiquement. On est toujours dans la variété finalement. Je pense que j'en reviens toujours à la même chose. La thématique du logement, c'est d'offrir de la différence, et que chaque habitant puisse retrouver une spécificité ou une identité. Donc ça vaut pour les espaces extérieurs, comme ça vaut pour les typologies intérieures. Et c'est plutôt un bâtiment qui se transforme en fait. Je pense que l'accompagnement des espaces extérieurs du côté... en fait, il se trouve qu'il faut de l'accession et du social. On va le faire comme ça, c'est-à-dire il y a 2 programmes. En fait, c'est un seul projet. C'est-à-dire c'est un projet qui se transforme, qui part de la rigidité dont parlait M. Berthière de l'Avenue de France, et qui part sur cette espèce d'envol sur le Grand Paris, finalement. C'est ça qu'on a raconté. Le projet raconte ça. Donc, aussi bien les espaces extérieurs et les logements racontent aussi la même chose, et la forme induit des pratiques différentes. Donc, c'est aussi un jeu qui s'est mis en place, et un écho, en fait, finalement, entre les 2 têtes, mais au sein d'un même animal. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et il y a une richesse absolument incroyable. On peut s'imaginer, si les gens s'invitent, ils découvrent que des logements relativement différents, et des pratiques d'extérieur différents, des sentiments différents. Et finalement, c'est ça la ville. Et comment vous avez réglé le jeu sculptural entre les deux, le vis-à-vis, la conversation entre les 2 bâtiments? Parce qu'il y a aussi de ça, les 2 se parlent, on voit bien, se répondent. Comment vous l'avez fait? Vous envoyez la copie chacun, ou vous aviez des moments où vous travailliez ensemble conceptuellement? Comment ça s'est passé cette affaire? On a les moyens aujourd'hui d'échanger des images, on peut faire des maquettes, on peut faire des dessins, on a la possibilité d'échanger très rapidement. Pour autant, c'est vrai qu'on a la nécessité de se voir et de se parler aussi. Donc ça s'est passé comme ça. Et c'est vrai que le projet, au moment du concours, qui s'était fait en, 6-8 semaines, je crois, c'était quelque chose comme ça, le projet a été réglé. Il y avait effectivement la question de la confrontation, de comment les projets travaillent ensemble, l'un par rapport à l'autre. Enfin, c'est un seul projet et qui travaille finalement comment... ce vide qui vient être entre les 2, qui est là pour amener de la lumière en cœur d'îlot, qui est là aussi pour faire exister les 2 éléments, puisque sur le concours, il y avait un gabarit qui était donné, un épanelage qui avait été donné par Yves Lyon, et qui n'était pas du tout celui-là, c'était plutôt un gabarit R+8 avec 2 émergences. Et nous, on a décidé de creuser ce gabarit pour venir ramener en cœur d'îlot. Et du coup, de là est née cette forme qui ensuite s'est travaillée avec d'un côté la partie gradin, de l'autre côté la partie plus de sol superposé. Et ça, ensuite, cette image au moment du concours a été développée et extrêmement, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que quand on a eu les premières photos de la réalisation et qu'on les a superposées aux perspectives du concours, c'était assez flagrant, quoi. C'est le même projet, quoi. Pour autant, c'est vrai que par rapport à la situation dont on parlait tout à l'heure et par rapport aux vues notamment, c'est vrai qu'il y a des vues au nord sur Paris, il y a des vues au sud qui sont plus sur l'avenir de Paris. En discutant avec les habitants, puisqu'on a eu l'occasion de le faire, notamment au moment de l'inauguration, il y avait des avis partagés, des gens qui étaient contents d'être au nord parce que ça donnait sur Paris, d'autres qui étaient au sud parce qu'ils aimaient bien cet univers un peu industriel, etc. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant aussi dans le projet, dans la verticalité, c'est que évidemment, c'est un des énormes atouts de la hauteur, c'est la vue, quoi. C'est-à-dire que, et du coup, il y a plus d'orientation, enfin, il y a moins d'orientation privilégiée. On est sur de la compensation, c'est-à-dire qu'un logement qui va être nord-nord-est, à partir du moment où il a vu sur le Sacré-Cœur cadré entre la grande bibliothèque, ça marche pas mal, quoi. Et oui, et on a aussi le soleil qui rentre, il n'y a pas en plus de masques, etc. Donc c'est vrai que la hauteur, c'est la vue, et ça donne du coup une qualité qui est aujourd'hui reconnu par tout le monde. Et c'est vrai que dans le projet, du coup, ce qu'on a beaucoup travaillé, parce que
Il y a une question de diversité. Le logement, dans ce qui peut amener de difficile, c'est effectivement cette superposition, ce côté un peu uniforme, parce qu'on veut que tout le monde ait la même chose. Il n'y a pas de raison que lui, il ait ça et pas lui, etc. Sauf que si, en fait, on est tous différents et tous les logements peuvent être différents. Il y a une compensation, il y a un jeu, un travail comme ça sur la compensation des typologies à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Tout en gardant une certaine rigueur et une certaine superposition des choses nécessaires, des gaines, voilà, surtout dans un quatrième famille avec le désenfumage, etc., etc. Et puis il y a une question aussi financière, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, pour pouvoir se permettre certaines choses, il faut réussir à en régler d'autres dans la rigueur constructive du projet. Monsieur Berthière, justement, avant qu'on en passe à la diversité, mais attendez, non mais là il prépare, je le connais, il va monter en régime à fond. Est-ce que justement vous en avez fait un manifeste sur la question? Est-ce que au sein du groupe, où vous avez l'habitude de travailler la hauteur, mais aussi la grande échelle, toutes les compositions, vous avez participé à Réinventer Paris, vous avez fait beaucoup de choses, et dans d'autres métropoles régionales dont on va parler après, est-ce que le projet Home, il a un caractère de manifeste comme la tour de la biodiversité là? Non, je ne dirais pas que c'est un caractère de manifeste. Je pense que, d'abord, vous les avez interrogés sur leur relation. Nous, on s'en est pas mêlés. Et parfois, quand on a plusieurs architectes sur un projet, on est obligé de descendre dans l'arène, mettre les mains dans le cambouis et de régler des problèmes. Ça n'a jamais été le cas à cet endroit. Parce qu'il y a des rôles qui étaient très bien définis aussi, avec un mandataire qui a joué son rôle très bien, qui était Monique Masson. Voilà, on avait chacun donc ça, c'est très très ça s'est très bien passé. Il y a un deuxième sujet pour nous. Alors si c'est pour moi emblématique, et ça a été un peu un manifeste, c'est pas tellement sur la hauteur, parce que finalement la hauteur, c'était plus pour la mairie de Paris, pour Anne Hidalgo, de dire j'ai fait le premier bâtiment à 50 mètres depuis 30 ans. Non, je parlais plus sur le travail, sur le détournement de la règle par rapport à Yves Léon. Ce qui nous a, là où on a beaucoup travaillé, c'est que finalement on a des bâtiments assez compliqués sur le plan structurel. J'ajoute qu'ils sont posés sur le train, sur le TGV, hein. Donc ils sont sur des boîtes à ressorts. Quand on va dans les sous-sols, il y a tout est suspendu sur des ressorts, hein. Donc, et à côté de ça, on a réussi. Alors on a des plans en plus, c'est pas un machin où tout se plombe, hein. Et on a réussi à faire des logements, ce que vous disiez, qui sont assez peu contraints. Et les plans, parce qu'un de nos problèmes, quel est notre problème à nous, promoteurs, hein, je prends la casquette de promoteur, c'est finalement on a des clients qui nous disent on veut le logement, on veut le personnaliser. On veut que ce qui est normal, ce qui est logique, c'est un des achats les plus importants d'une vie. Et puis il y a un côté affectif formidable quand on achète sa maison ou son logement. Et puis c'est le réceptacle de sa vie de famille. Et donc on a envie que son logement soit différent de celui des autres. Or l'appareil de production aujourd'hui, il est fabriqué, et surtout si on a des objectifs d'économie, de construction, il est très formaté pour faire des choses très, très organisées. Et donc une des grandes questions qu'on se pose, nous, en tant que promoteurs aujourd'hui, c'est comment je fais pour produire du logement. On fabrique, je parle de book immobilier, entre 12 000 et 14 000 logements sur les années par an en France. Et si je parle du groupe Bouygues, c'est beaucoup plus. Et comment je fais pour que finalement j'ai 12 000 ménages qui vont habiter dans ces logements et qu'ils se les approprient alors même qu'il faut que je les construise dans des conditions de coût et de qualité correctes. Et ça, c'est un sujet qui est vraiment notre obsession. Et je pense que sur Rome, alors c'est un peu facile parce qu'à Paris, les gens sont prêts à payer très cher. Donc même si la ville nous vend les charges foncières très chères, on arrive à trouver des équilibres économiques qui permettent de faire de la personnalisation. Mais là, dans le cas particulier, je pense qu'on a trouvé malgré la forme volumétrique extérieure assez complexe, malgré les prolongements extérieurs, on a trouvé un système où on pouvait adapter la distribution interne des logements assez bien. Et moi, notre obsession aujourd'hui, c'est pas la hauteur, c'est comment je fais
pour faire du logement à un prix acceptable. Et le logement, je pense que le logement est trop cher aujourd'hui, et acceptable et accessible par la plupart des gens. Et comment je fais pour que ce logement, ce ne soit pas un produit industrialisé, mais un produit assez personnalisé. Et je trouve que sur Rome, on est assez bien réussi. Je ne sais pas très bien comment, mais on est réussi. Alors venons-en à la tour verte. Édouard François. Donc, là, pour le coup, réintroduire la nature au cœur de l'urbain, on voit bien que là, ça a un caractère complètement manifeste, cette tour dite de la biodiversité. Donc là, il y a expérimentation du premier étage au dernier. Non ? C'est un peu un choix, c'est un concours truqué, hein, parce que Anne Hidalgo est passée à l'agence et a dit « je veux une tour verte ». Concours truqué, t'as pas peur des mots. Oui. Je veux une tour verte, la première tour de Paris. Après, elle m'a dit « on verra de quelle couleur ça sera ». Ça a été or. Et donc, c'est quasiment une commande. Elle voulait un bâtiment emblématique et en même temps vert. Et donc, ce qui était assez intéressant, c'est que simultanément, on était en train de faire une tour aussi verte à Nantes, qui était la première tour de l'île de Nantes. Qui finalement ne s'est pas faite. Qui ne s'est pas fait, dans des conditions pour le moins obscures, dont on n'a jamais su exactement le pourquoi. Non, c'était un pas truqué qui a fini truqué. Là, c'est toi qui étais vert. C'est moi qui étais vert. Et donc là, dans le cas de bâtiment dit de M6B2, biodiversité, il y avait une date de naissance qui était intéressante, qui était 2010. 2010, c'est l'année de la biodiversité. Et on a croisé ça avec une tour verte, la biodiversité, puis faire une vraie recherche sur les plantes, la hauteur, et qui a amené en fait à faire pas mal d'expérimentations, notamment de faire pousser des arbres dans des tubes. Donc c'était un démarrage qu'on avait commencé à Nantes. On avait des prototypes de mémoire, une dizaine de prototypes de tubes à Nantes, différents diamètres de substrat, et on a amélioré en fait l'expérimentation avec un partenariat qui s'est initié en fait dès le début avec l'école du Breuil, où on a eu une trentaine de tubes avec des variations de substrat pour faire pousser des arbres. Donc il y a un désir de faire un bâtiment qui est un bâtiment premier et qui initie en fait une idée nouvelle sur la hauteur et qui permet, parce que c'était derrière ça le message sous-jacent d'Anne Hidalgo, qui permet aux Parisiens d'aimer la hauteur. Et donc après, ça permet de faire plusieurs bâtiments qui vont peut-être permettre à la fin de faire des tours en enduit gratté comme on fait d'habitude. Et donc, si je comprends bien, l'idée, c'était de végétaliser la tour pour faire admettre la hauteur. C'est ça que tu es en train de dire. Il y a un peu de ça. C'est le premier, donc c'est le plus visible au niveau du permis. C'est le dernier qui a été construit. Et donc, ce qui était intéressant, c'est de dire, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, on a fait une perspective dans le Grand Paris. On voit tout Paris très joli, vu de la Samaritaine, avec un Mont Valérien en plus, vert, qui dépasse. Voilà, c'était ça l'idée, quelque chose de silencieux, qui raconte pas grand-chose, qui s'inscrit et qui donne envie par la thématique de biodiversité de la voir se construire. Donc biodiversité par la nature même des arbres. Les arbres on est allé chercher les graines avec les étudiants dans la forêt d'Île-de-France. C'est des graines qui viennent du monde sauvage, donc elles ont une qualité de résistance assez exceptionnelle. Et puis biodiversité, parce qu'en toiture, on a 1,80 m de terre et on recrée un corridor vert pour les oiseaux. C'est pas destiné du tout à être rendu public. Personne n'y va, enfin, l'accès est assez complexe. Hein, et donc la faune va s'installer et ça reconstitue le corridor vert, un endroit où il y a réellement un très grand trou. Donc c'est un projet un peu emblématique de ça, hein, qui va permettre en fait à faire passer cette idée d'auteur. Et d'ailleurs, je pense que ce projet, votre projet, a permis par la suite, je pense, entre guillemets en province, de voir s'initier d'autres sujets sur la hauteur. Et il y a quelque chose qui est très intéressant sur le déplafonnement. Quand j'ai fait le projet de la Tour de Nantes, on a eu des problèmes pompiers parce qu'on voulait avoir une sorte de barre en haut accessible pour que tout le monde puisse avoir la vue.
Les pompiers ont refusé clairement ça. Là, actuellement, par exemple, à Montpellier, le bâtiment de Fujimoto, on a assoupli, il a un bar. Et puis là, il y a un exemple à Bordeaux très intéressant, qu'on avait, nous, un peu imaginé dans nos rêves, c'est de faire des bureaux 37 mètres et puis de rajouter du logement jusqu'à 50. Normalement, dans la réglementation, c'est strictement interdit puisqu'on ne peut pas avoir plus de tant de mètres carrés de bureaux, je crois que c'est très faible, dans le 50 mètres. Et actuellement, donc ça c'est un bâtiment recours des tiers purgé, donc c'est déjà une avancée vers une autre manière de poser cette question du déplafonnement. Et là, les pompiers, sous l'égide cette volonté un peu de simplifier les réglementations diverses et puis de rejoindre l'Europe, sont en train de se poser la question d'un petit IGH, d'un IGH simplifié qui est actuellement en cours d'étude. Donc ça va, je pense, dans le bon sens, ce déplafonnement de la hauteur, parce que 50 mètres, en fait, c'est une cote qui est con. Parce que ça va pousser, en fait, à ce que tout le monde refabrique un Vélum. Or, il faut que chacun puisse faire 52, 53, 58 de manière assez libre pour retrouver une certaine liberté, parce que la singularité de ces immeubles, on n'insiste pas assez dessus, c'est qu'ils sont en fait isolés. Le 50 mètres, c'est un bâtiment isolé avec 4 façades. Les bâtiments en ville, c'est des bâtiments pignons. On touche un voisin, on peut faire une petite gesticulation, on est chopé dans un prospect, mais le 50 mètres, il ne l'est pas. Donc on voit très bien sa cote, et si tout le monde a cette cote-là, on va refabriquer des horreurs. Donc il y a urgence à déplafonner le déplafonnement. Alors ce qui est intéressant, c'est que la tour de la biodiversité, elle rentre en résonance avec le Bosco Verticale et de Stefano Boeri à Milan, par exemple, 2 tours de logement, plus hautes d'ailleurs que les 50 mètres, mais où il y a une expérimentation sur la faune et la flore tout à fait intéressante, avec chaque appartement privé, accession, où chaque appartement a son arbre, et avec une expérimentation là aussi botanique, avec toutes les espèces et autres, et les oiseaux qui viennent avec. Donc on voit bien que c'est un courant assez fort de végétaliser l'architecture. Je ne parlerai même pas des résultats du Réinventer Paris, où là c'était une dominante très nette, mais là sur la question de la hauteur, là aussi il y a une expérimentation forte, non tu connais ce projet Oui, je connais bien. Oui. Et il vit sa vie, chacun vit sa vie, voilà. Et le tien commence la sienne, en fait. Le mien, en fait, la végétalisation commence. Oui. On a démarré, donc, j'insiste, de la graine. On n'est pas allé chercher des arbres en pépinière pour plein de raisons autres qu'éthiques, pour des raisons aussi les plantes petites dans de la terre de bonne qualité, dans un substrat de bonne qualité, plus on a des chances, en fait, de pérenniser le végétal. Donc il y a cette dimension-là qui est importante pour nous. Et puis il y a cette dimension qui est aussi très intéressante dans la nature, c'est d'y aller doucement, c'est-à-dire en fait de créer une attente. Bosco Vertical, il n'y a pas d'attente. Le truc, il est là, c'est terminé. Ici, là, il y a une vraie attente. Il y a des gens qui disent ça ne va pas pousser. Moi, je dis que si au mois de mai de cette année, donc assez prochainement, ce n'est pas entièrement vert, je ne porterai plus de chaussures en crocodile. Donc on a une stratégie, à 25 ans sur la végétalisation, donc c'est un projet qui a une ambition de nature sur le terme. D'habitude, tu viens avec des chaussures vertes, d'ailleurs. Hein. J'ai noté que tu avais... C'est le carnet. Voilà, c'est le carnet qui est vert. Paris Habitat, c'est un projet atypique, là, pour le coup. On peut dire ça, parce que vous n'êtes pas des adeptes de la végétalisation à tous les coins de rue, quand même. Ah, mais pas du tout. Non, je pense que on est. Non, c'est une question. Oui, tout à fait. Non, mais ça fait un moment que Paris Habitat travaille sur la végétalisation. On a enclenché cette dynamique depuis pas mal d'années. Donc c'est vrai que là, ça prend un caractère emblématique.
Parce qu'il y a du fait de la hauteur, du fait du côté expérimental, tout le partenariat avec l'école du Breuil, donc tout le travail, on a été pendant l'hiver voir comment les racines prenaient en fait dans ces tubes, et on espère tous que le développement en fait finalement aérien sera aussi puissant qu'il a été au niveau racinaire, parce qu'on est à peu près sûr a priori que les plantes vont rester là. On n'est pas encore sûr du développement, mais on est à peu près sûr que les plantes seront toujours là. Donc on verra après pour les crocos, peut-être qu'on va sauver la... Oui, moi je reste sur des choses beaucoup plus simples, comme ça je ne prends pas de risque. Voilà. Donc tout ce travail sur la végétalisation, on le fait. On le fait à la fois évidemment de façon classique sur les toitures, les espaces partagés. On essaye aussi que ce soit un vecteur de sociabilité dans nos opérations, que justement parce qu'on est toujours vigilant à l'usage et à la pérennité, à la gestion. Donc c'est vrai que ces espaces végétalisés, bon, soit on a des toundras un peu décoratives, mais ça je pense que bon, ça c'est quelque chose qui a vite... Enfin voilà, on est vite au bout. Donc on essaye de donner un peu un sens à cette végétalisation. Donc que ce soit aussi un travail sur la récupération des eaux pluviales, quand justement on travaille aussi à l'échelle de l'îlot. Là actuellement on est en train de développer aussi une opération au niveau de la caserne de Reuilly, où on travaille avec 6 architectes, un jardin, un espace public dont on est aussi maître d'ouvrage. Ce qui à la ville de Paris n'est pas une mince affaire de voir la direction des espaces verts céder la maîtrise d'ouvrage à Paris Habitat. Et on est en train de travailler justement sur la façon dont on va pouvoir récupérer les eaux pluviales avec les nouvelles exigences que met en place la ville de Paris. Donc là, on peut travailler à l'échelle de l'aménagement. Et ça permet d'avoir une réflexion sur la végétalisation qui soit assez poussée et qui corresponde aussi, on essaye au maximum, que ça corresponde à des usages, une qualité de vivre ensemble, que les locataires puissent, dans les étages, au rez-de-chaussée, avoir un véritable usage, qu'il puisse y avoir voilà, cette réflexion sur le vivre ensemble. Et c'est aussi dans ce sens-là que la végétalisation nous pousse à avancer et à proposer des solutions à chaque fois un petit peu innovantes qui vont largement au-delà du décoratif, mais qu'on soit vraiment dans une réflexion environnementale et de qualité d'habiter et d'usage. Alors, qui dit expérimentation, se souvient des Rex avec Nemosus, Jean Nouvel et autres. Est-ce que là, justement, il y a un financement spécial pour ce type d'expérimentation, ou bien ça rentre dans le coût du logement ça rentre dans le coût du logement classique. On est dans des charges foncières administrées. Il se trouve que, historiquement, celles de Paris-Rive-Gauche sont encore plus raisonnable qu'ailleurs dans Paris. Donc ça a permis, avec quelques discussions d'ajustement avec l'aménageur, avec qui on s'entend très bien, de prendre en compte quelques surcoûts liés à essentiellement des problèmes d'infrastructure. En fait, ce qui fait au final quelques coûts importants, c'est qu'on est quand même au-dessus du TGV, de la petite ceinture. Donc on a les ressorts aussi comme sur Rome. Donc si on met de côté les coûts d'infrastructure, on a un bâtiment qui est quand même relativement compact, qui a un développé de façade, mais une certaine compacité, une profondeur, qui fait qu'on est sur des coûts aujourd'hui, une fois qu'on purge un peu les surcoûts, on est dans des choses qui sont tout à fait raisonnables pour du logement social à Paris. C'est vrai qu'après, on est bien financé, il faut le dire quand même, au niveau du logement social à Paris, et donc on est dans l'épure parisienne normale du logement social. Alors, Édouard, on se souvient du Flower Tower dans la ZAC, je ne rappelle plus comment elle s'appelle, la ZAC d'Asnières, voilà, boulevard Porte d'Asnières, pardon. Où là, c'était là aussi un manifeste très fort avec pas de garde-corps, des grands pots, et puis cette façade mouvante avec ces bambous. Donc là, ça c'est l'étape 2. On voit bien que le travail sur la hauteur amène une végétalisation. On sent que dans le processus conceptuel, ça se suit ces projets, non ? Non, parce qu'en fait, on en fait à tu ne fais pas de lien entre les deux ? Non, il n'y a pas de lien, forcément. Celui de la Porte d'Asnières, c'est un bâtiment qui est devant un parc, et donc il agrandit le parc en ayant un retournement vertical du parc. Point barre. La thématique est suffisamment forte pour avoir de l'intérêt. Le cas de la tour de la biodiversité, c'est un objet unique, potentiellement unique. Il faut se rappeler que j'ai vécu à la tour de Nantes, objet unique dont j'ai eu le permis. Une fois que j'ai eu le permis, le nouvel architecte en chef, Smet, a annulé toutes les tours. Donc je me suis retrouvé dans une situation unique pour après annuler la tour. Mais ça veut dire que potentiellement, on peut être tout seul. On peut finir tout seul. Il suffit qu'il y ait un retournement politique et puis on se retrouve tout seul. Donc le choix d'être seul et vert, finalement, est un choix qui est plus raisonnable au niveau urbain. Après, si on est accompagné, tant mieux. Mais il y a toujours ce risque.
Non, mais il faut avoir conscience que quand bien même il y a un plan d'urbanisme, les plans d'urbanisme ont des contrariétés. C'est-à-dire, vous démarrez, vous devez avoir 10 tours autour, puis vous finissez tout seul. Oui, alors ça, il y a plein d'histoires comme ça. Il y a plein d'histoires. Donc, dans cette histoire-là, c'était quand même assez important de se dire, ça doit marcher, même tout seul. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, ce débat sur les tours, tu viens de parler de Nantes, donc je vais rebondir sur justement dans les métropoles régionales, on voit qu'il y a aussi des expérimentations sur ce thème. Hein. Je voudrais dire que justement, Comte et Vollenweider travaillent à Nice, sur un bâtiment de R plus 14. Donc ce n'est pas une très grande hauteur, mais quand même on sent déjà que dans cette topographie particulière, il y a une recherche de ville verticale. À Nantes, à Monique et Masson, c'est en chantier, hein, vous en avez parlé. Et puis, Édouard, à Grenoble, est-ce qu'il n'y a pas là, justement, vous allez aller plus loin dans vos propres expérimentations, chacun On espère. Mais non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un désir pour ça. Donc c'est vrai que les villes, elles réagissent. Et je pense que, en tout cas, pour nous, Home a été un manifeste, je reviens sur la question posée, et a été reçu comme tel. C'est-à-dire il y a pas mal de gens ça a créé aussi le désir d'avoir des bâtiments comme ça. Il y a une vertu pédagogique, et c'est ce que tu disais, Édouard, c'est-à-dire que la responsabilité de ces deux projets-là, il y avait une dimension pédagogique, c'est-à-dire de donner envie et de montrer que le travail sur la hauteur aujourd'hui était différent, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres problématiques et qu'on pouvait effectivement faire des choses qui étaient agréables. On parlait du vivre ensemble, mais aussi pour les gens qui n'y vivent pas. Il n'y a pas que les gens qui sont dans l'immeuble, il y a ceux qui effectivement se baladent tous les jours, qui travaillent et qui voient le bâtiment. Donc ça, c'était important, et je pense qu'il y a un côté démonstration. Et à partir de là, même si d'autres villes avaient déjà démarré, hein, le sujet à Nantes, le quartier Malakoff, par exemple, qui a été engagé depuis un petit bout de temps, hein, par l'atelier Roel, qui était de relier tout le quartier Malakoff avec des verticales et d'essayer de faire le lien avec le Nantes historique par une frange entre la gare et de réintroduire la verticale pour faire un lien urbain. C'était un outil non seulement effectivement urbain de pouvoir recréer de la densité, mais aussi c'était une manière de relier la ville ancienne à sa périphérie. Donc c'était intéressant, c'est-à-dire qu'au niveau du symbole, si on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que la tour a ce côté passage. C'est intéressant comme manière de faire. Donc il y a des villes qui se sont posées cette question-là, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine... il n'y a plus de peur par rapport à ça. En tout cas, il y a une peur différente. C'est-à-dire qu'on est capable de persuader par des expériences qui sont des expériences plutôt positives. Donc c'est vrai que nous, on est à Nantes, on est aussi à Gennevilliers, on est invité à l'international à réfléchir sur des sujets. Donc c'est vrai que ce sont aussi des projets qui permettent à nos générations d'avoir une visibilité aussi, puisque forcément ça a une visibilité dans la ville, mais ça a aussi une visibilité et un écho ailleurs. Donc ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que les générations d'aujourd'hui, elles ont besoin aussi de se faire voir, de se montrer, d'exister. C'est très important, et je pense que la commande et la confiance qu'on fait, il y a aussi la démonstration que les architectes sont capables de travailler sur des sujets comme cela. Donc oui, ça nous amène sur des territoires divers. Alors à Nice, justement, là, c'est un acte isolé où il y a un grand plan avec justement une recherche typologique sur cette question ou... Alors c'est dans une ZAC, dans la plaine du Var, donc derrière l'aéroport, c'est une ZAC sur laquelle il y a quelques points hauts, il y a comme de logements, mais ce qui est étonnant dans cette question du déplafonnement parisien, c'est que ça a été longuement débattu, ça a nécessité un investissement politique fort, stratégique, etc., pour réussir à faire passer ça. Et c'est vrai que concomitamment, avec beaucoup moins d'efforts, je pense, en région, le 50 mètres a été accepté très facilement. C'est-à-dire que la question du 50 mètres, de la hauteur, même si ce n'est pas un gabarit, mais c'est effectivement un skyline, une ponctuation de la ville,
ça n'a pas suscité. Alors je ne sais pas si les choses étaient faites en parallèle, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'à Paris il y a eu un déplafonnement que ça a été accepté de la même manière, enfin sans discussion. Mais il y a quelque chose qui est un peu concomitant. Et c'est vrai que là, probablement la pression foncière, la nécessité de se regrouper au centre-ville, d'arrêter de développer la ville à l'extérieur, etc. La nécessité de la densité réintroduit la question de la verticale. C'est aussi un point de vue optimiste. C'est vrai que c'est un privilège, c'est quelque chose qui est développé beaucoup plus dans d'autres pays, et je ne parle pas des États-Unis où là c'est carrément des bulles spéculatives avec des tours, des vraies tours de plusieurs centaines de mètres de haut. Voilà, on reste dans du logement qui est accessible à tous. Et c'est vrai que là, en l'occurrence sur Nice, il n'y a pas une recherche démonstrative, en tout cas, ce n'est pas la question qui nous a été posée, mais évidemment, l'expérience de Home est quelque chose d'extrêmement fort et qui nous a permis aussi, parce que c'est un projet qui n'était pas initialement prévu comme ça, c'est-à-dire qu'on a poussé les choses pour arriver à faire ce bâtiment-là à cet endroit-là. Et c'est vrai que de pouvoir montrer le projet de Home, de pouvoir montrer des images, mais aussi dire tiens, quand tu vas à Paris, il suffit que tu prennes le périph' et tu le vois, quoi. Donc c'est vrai qu'à un moment, il y a une certaine visibilité de ce projet pour longtemps, et du coup, c'est vrai que c'est extrêmement utile. C'est-à-dire quand on est au pied de ce bâtiment-là, on ne se dit pas, oh là là, il y a 200 logements à cet endroit-là, ça passe tout seul, quoi. Il y a une certaine légèreté, générosité, gaieté, ça donne envie, quoi. Et c'est vrai qu'on est très content de ça, parce que d'avoir une architecture de logement dense qui donne envie d'habiter, c'est un peu ce qu'on nous demande, quoi. Alors à Grenoble, Édouard, Grenoble a un agenda vert très affiché. Hein. Est-ce que généralement il y a beaucoup même d'opposants à la question de la hauteur dans les rangs écologistes, je veux dire. Ils ont arrêté la hauteur. Donc ils l'ont arrêté. Non, c'est le bâtiment que j'ai, finalement, le permis de construire a été tamponné le 1er avril. Donc entre juste la veille... la veille, après le maire a sauté, et donc le nouveau maire a gardé le permis. Bon, ça l'a fait barrer. Il s'est dit, bon, ça a été fait comme ça, et donc nous, on va construire. Et c'est un cas d'un revirement politique avec une tour qui va être isolée. Bon. Alors, ce que je voulais dire, pour rebondir sur ta question, c'est je pense qu'il faut se garder de consommer trop vite ces bâtiments de 50 mètres. Ils ne sont pas encore admis. Ils intéressent, et je pense qu'il y a une responsabilité d'essayer de raconter une autre histoire. Hein, par exemple, il y a une histoire que je n'ai pas pu mener à bout avec Paris Habitat qui est intéressante, c'est de se dire quelle est la singularité d'un immeuble de 50 mètres aujourd'hui. Il a 2 ascenseurs, donc c'est une sécurisation pour un public d'handicapés, pour un public de personnes âgées, d'avoir toujours l'ascenseur disponible. Ce n'est pas le cas dans les autres immeubles. Et le point 2, c'est qu'il a de la vue. Et donc j'avais suggéré à Paris Habitat tout au début de dire on peut faire migrer des personnes qui sont âgés, qui occupent des 4 pièces ou des 5 pièces parce qu'ils n'ont plus d'enfants, et les faire migrer vers des appartements qui peuvent être d'une typologie peut-être un peu autre, mettons du grand 2 pièces ou du grand 3 pièces. Ils ont la vue et ils ont cette sécurisation de l'ascenseur. Ce type d'habitat peut permettre un certain nombre de choses. Et puis, je me suis intéressé dans une réflexion personnelle sur qu'est-ce que c'est que la hauteur. Moi, j'habite dans le 50 mètres de Dubuisson. J'habite au 16e, 17e étage, donc j'ai une vue exceptionnelle. L'appartement, c'est l'ancien appartement de Marguerite Yourcenar, il fait 220 mètres carrés. Et donc ça m'a invité à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que ce privilège absolu d'avoir ça en haut des autres. Et je me suis dit, il faut essayer de partager la hauteur. Et donc j'ai inventé en fait un immeuble où il y a 1/3 de balcon, les balcons sont en haut. Tous les appartements, en fait, n'ont pas de balcon, prennent l'ascenseur et vont dans leur balcon privatif. Et on est en train de le construire à Grenoble avec la Cogedim. Hein, donc on a une silhouette qui est complètement étrange parce qu'à partir des 2/3, tout se déstructure en balcons qui font tous 6 mètres sous plafond
et qui ont une partie habitable, c'est-à-dire vous rentrez dans votre balcon en ayant une entrée, une petite cuisine, un sanitaire chiotte, un rangement, et vous tombez sur un balcon qui fait 60 mètres carrés, 6 mètres sous plafond. Et donc là, on rejoint une espèce d'idéal catholique communiste qui est le logement le plus bas aura sa terrasse la plus haute et le logement le plus haut aura sa terrasse la plus basse. Le logement le plus bas qui regarde le nord peut avoir sa terrasse qui regarde le sud. Alors, et ça, c'est en construction et en cours de commercialisation. Très bien. Monsieur Rosier, j'imagine que vous avez d'autres projets à Paris de 50 mètres. Je pense au territoire de la Chapelle, ce qu'on appelle l'opération de la Chapelle. Là, il y a des... Alors, c'est pas encore là aujourd'hui qu'on a commencé à travailler. On continue à travailler sur le boulevard en fait Jean Simon et le boulevard Masséna. Donc en fait, on a 3 autres opérations qui sont en développement sur ce secteur-là. Donc on a une opération, donc là on travaille sur justement des mixités programmatiques. Ça permet de marier, on a un îlot qui a un doux nom. Alors vous savez qu'en ZAC ils ont des noms un peu bizarres. Il y a M6B2, nous on a B1A4. Donc avec une architecte franco-gabono-hollandaise, congolaise-hollandaise, donc Tania Konko, on développe un programme de foyers de travailleurs migrants, logements familiaux, une crèche, des commerces, parking. Donc là, on est en phase d'appel d'offres. On devrait attaquer les travaux cette année. Donc là, ça permet d'avoir cette mixité programmatique qui correspond à une vraie envie de ville. Voilà. Et les 50 mètres permettent de développer et de retrouver aussi une sorte d'élancement parce que c'est vrai que ces 50 mètres, c'est pas toujours facile à travailler en termes d'élancement, d'arriver à trouver un peu voilà, ce travail de hauteur. Il reste quand même un peu trapu nos bâtiments de 50 mètres. Donc là, on fait cet exercice architectural qui s'annonce plutôt réussi. On a un deuxième programme qu'on développe là avec 2 architectes, Michel Gutmann, Nicolas Raymond, architecte urbaniste. On vient de les sélectionner dans le cadre d'une procédure en conception-réalisation parce qu'on voulait intégrer la maintenance. En fait, notre problématique, c'était d'être un peu innovant à l'écoute de l'innovation et du suivi qu'on fait auprès des locataires. C'est-à-dire, vous parliez de Bois-le-Prêtre, qui a été une belle expérience avec nos locataires, qui ont vécu avec nous la réhabilitation en site occupé, et puis qui ont presque vécu comme une espèce de divorce, le fait que c'était fini, et puis qui revenaient à la normale, et puis que ça revenait comme avant. Et donc, on s'est dit que nous, on a aussi une obligation de suivi. Ça revenait comme avant dans un appartement plus grand. Oui, tout à fait. Mais tout d'un coup, on les avait mobilisés. Ils avaient vécu quelque chose de fort, de puissant. Et puis tout d'un coup, ils revenaient à la vie normale avec un appartement, évidemment, qui s'était avec des adjonctions et autres. Et donc, il y a eu une espèce de phase un peu de déprime postpartum. Là, un peu, ah bon, c'est bon, vous êtes partis. Voilà. Donc là, on a voulu être innovant et on a voulu sur des thèmes à la fois d'environnement, d'exploitation, de maintenance. Et on s'est dit, pas simplement d'un point de vue technique, on va aussi accompagner nos locataires quand ils rentrent dans ces bâtiments-là, comme on va essayer de le faire sur M6B2, où le bâtiment commence à se remplir et où la gardienne joue un rôle essentiel parce que tous les jours, elle dit aux locataires et vous laissez pas traîner n'importe quoi sur le balcon. Et voilà. Et là, on voit le déménagement. Donc, chaque fois qu'on passe, on voit tout d'un coup les armoires, les cartons, les machins. Alors, on se dit, mince, est-ce que ça va rester? Est-ce qu'on va se retrouver avec un décor sur le périphérique, comme on avait le bâtiment de Perrault à une époque aussi avec les farces et attrapes et tout. Donc, on sait que ça, c'est un vrai sujet de la hauteur, de la visibilité et de la police qu'on doit faire aussi auprès de nos locataires qui ont besoin de place. Les logements, les loyers sont plafonnés. Donc, la place, c'est aussi compté. Donc on a ce travail-là qu'on fait et puis on va bientôt travailler avec les CMAPA pour justement développer un nouveau bâtiment qui sera coincé, il aura de la chance, il sera coincé entre Dominique Perrault et Édouard François, un bâtiment, un 50 mètres d'une résidence étudiante dont on va bientôt lancer la consultation en termes d'architecture. Donc on est en train de ponctuer le boulevard Jean-Simon de quelques émergences. Et puis on a Sodéarif qui, quand on se rapproche de la Seine, là, je crois déjà, développe aussi un programme. Voilà, donc on y travaille essentiellement là. Et puis on a des programmes sur Paris-Batignolles. On a un chantier là qui vient de commencer, un lot du doux nom de Ocatra, où on est avec Cécile Brisac et Antoine Regnault. Et on travaille, il y a justement aussi une mixité programmatique où on a une école, un gymnase, un immeuble de 50 mètres, un de 37 mètres, et on développe 140 logements, donc sur toute cette mixité programmatique. Donc c'est vrai que Paris Habitat, de par ses spécificités, est un peu l'outil privilégié de la ville pour tester tous ces moutons à 5 pattes. Et c'est cette mutualisation qu'on peut avoir aussi au niveau des équipements de chaufferie, de gestion. Et c'est pour le bénéfice à la fois des utilisateurs des futurs équipements publics et puis de nos locataires. On va avoir des espaces partagés, végétalisés, en toiture de l'école, avec une intermittence. Quand l'école est fermée, nos locataires pourront avoir des espaces partagés. Voilà, on essaye de travailler sur toute cette mixité des usages.
Une question sur Bois-le-Prêtre. La théorie du plus, vous allez l'exporter dans d'autres quartiers? Oui, oui. On avait cru entendre que ça allait s'arrêter. Non. On a une tour, pas très loin quand vous venez de l'Est, donc elle est un peu avant. Une tour assez représentative de ces palulos, un peu hasardeuse. La tour de la Porte des Poissonniers, dans un magnifique bleu-orange, vous la voyez, je pense sans doute. Aujourd'hui, il est étudié de la reconvertir en fait en résidence étudiante. Et évidemment, du fait de la profondeur et autres, on pense qu'on va travailler sur... l'avantage en résidence étudiante, c'est qu'on n'aura pas besoin de vue sur le périph'. On sera traversant est-ouest. On va travailler sans doute aussi sur des espaces en plus qu'on va offrir aux étudiants qui permettront à la fois de faire ça, c'est d'avoir un usage sans gréver leur loyer. Et puis on a un partenariat intéressant qui se développe avec Sorbonne Université. Il y a tous les arts vivants Paris 4 qui sont dans le secteur et donc ils sont demandeurs de réserver des logements et de travailler avec nous aussi pour qu'au pied de la tour, on développe des studios de musique, de danse, de théâtre. Donc on est en train de travailler et normalement cette tour, anciennement Lopez, devrait retrouver aussi une nouvelle jeunesse. Donc on continue. Là, ce sera plus facile dans le sens où ce sera vide, où normalement, d'ici le début des travaux, nos locataires auront été relogés. Nouvelle François Berthière, j'imagine que des projets de 50 mètres, vous en avez plein dans les cartons là, et vous cherchez à chaque fois les opportunités avec les bons architectes, vous faites les concours déjà au sein de votre groupe, vous faites tout ça? Moi, je ne voulais pas toucher l'enthousiasme, mais nous, on n'est pas focalisé sur tout 50 mètres. Oui, d'abord, 50 mètres, c'est le logement. D'abord, je pense qu'il y a un premier sujet, c'est un problème d'ego. Les maires veulent leur tour. 50 mètres, c'est un peu bas, c'est plutôt 200 mètres. Aller à Lyon, les maires sont où? À Paris d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est un sujet d'ego de faire des détours. Là, derrière ça, il y a un problème le vrai problème, c'est la densité. C'est est-ce que il faut loger les gens ou les faire travailler? Et est-ce qu'on a est-ce qu'on a les espaces disponibles? Est-ce qu'on rentabilise correctement les espaces? Et effectivement, dans une ville comme Paris, il est clair que, pas dans le centre-ville, mais sur la périphérie de Paris, il est effectivement astucieux de monter parce qu'on n'a pas de place. Il y a pas mal de villes de province, dans la plaine du Var, je ne sais pas à quoi ça sert de monter, pour être tout à fait clair. Sauf pour flatter l'ego de M. Estrosi ou tel ou tel. En tout cas, à l'instant T, sachant que c'est plus cher à construire. Donc là, les sujets des tours, c'est l'ego des élus, c'est notre ego à nous. Les ingénieurs, les architectes savent faire. Aujourd'hui, la technique nous permet de faire des choses extraordinaires. Donc on a tous envie de pousser les limites, et moi comme les autres. Donc on a ça dans les cartons. Simplement, est-ce que c'est la réponse adéquate et astucieuse au problème du logement et au problème de l'urbanisme partout en France? Je ne suis pas sûr. Donc ça c'est vraiment le premier sujet. Le deuxième sujet qui est lié, et c'est pour ça que c'était très intéressant ce que vous disiez sur Home, c'est dans l'imaginaire français, tour égale cité HLM. Et moi je vois très bien, et quand on met en vente des logements, même quand on est R+8, ils nous appellent ça une tour. Hein. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. C'est pour ça que Home est de ce point de vue-là emblématique, si je reparle de Home, mais comme celle que vous faites aussi. C'est très intéressant de montrer qu'on peut faire du logement qui a une très belle qualité architecturale, une très belle qualité d'usage, une très belle où les gens sont bien, et un bel aspect, et qui n'est pas du logement social. Parce que dans la tête des gens, aujourd'hui, et dans la tête, c'est tour égale cité HLM égale densité. Ce qui est faux d'ailleurs parce que les cités ne sont pas denses. Hein. La densité des cités, c'est entre 0,5 et 1, alors que la densité du parc haussmannien, c'est entre 3 et 6 suivant les endroits. Donc c'est une mauvaise interprétation. Donc, je pense que c'est très intéressant de montrer que dans des villes très denses, dans les zones hyper centres, dans les centres des grandes agglomérations, en particulier à Paris, ou dans les grandes métropoles provinciales, c'est intéressant de faire des tours et des tours de logement de très grande qualité. Je ne suis pas sûr que ce soit une solution généralisable, même si on est très heureux et très fiers d'en faire. Bien. Sur ces questions, replafonnement, déplafonnement, ville verticale, y aurait-il des questions, des gens qui voudraient intervenir, interpeller nos invités?
faire partager des expériences, de projets. Je vois que Ignacio Prego est là, par exemple. Il travaille, je crois, sur un 50 mètres, non à Paris. On travaille sur un 50 mètres, effectivement, dans une ZAC où la verticalité a été un thème développé assez fortement, puisque c'est dans la ZAC Chapelle Internationale, développée par l'AUC. Donc je crois qu'il y a à peu près 6 ou 8 50 mètres. Donc ça a été thématisé avec une logique d'une strate basse qui reprend un petit peu les alignements urbains, on va dire traditionnels, et puis des émergences. En ce qui nous concerne, donc c'est un projet qui est développé par Link City, et qui le porte pour la IRIVP et pour la Sablière. Donc ça a aussi la particularité d'être un programme mixte, puisqu'on a à la fois du logement étudiant et du logement familial. Et donc nous, on a proposé dans le cadre du concours justement de jouer sur à la fois le thème de la mixité et de la verticalité en proposant une superposition des deux programmes. On a été les seuls à le faire et finalement on s'en est servi comme un outil de gestion des vis-à-vis, puisqu'il y a une partie de la ZAC où les vis-à-vis étaient assez forts. On était entouré de programmes de bureaux, donc on a proposé les logements étudiants dans la strate basse, on va dire, et puis de manière à pouvoir projeter l'ensemble des logements familiaux à partir du R+8, donc en surplomb général, avec la lumière et le... Donc là, je trouve que dans cette réflexion sur la verticalité relative, puisque 50 mètres, ça reste quand même une verticalité relative, je trouve que le thème de la mixité est aussi une thématique intéressante parce qu'elle permet des combinatoires et des résolutions qui font que la hauteur pour tous peut être utilisée aussi de manière à avoir les logements peut-être en haut et puis en bas des programmes professionnels. Bon, c'est une des pistes qui donne, je pense, du sens aussi à la construction verticale. Voilà. Mais nous, on est au début de notre projet puisqu'on l'a gagné il n'y a pas longtemps et donc on n'est pas encore rentré dans la technicité particulière, puisqu'on est aussi au-dessus de la petite ceinture. Voilà, donc c'est des exploitations de foncier aussi qui sont intéressantes. Merci. Voilà. La hauteur pour tous, je rappelle, c'est un livre que Édouard François a publié il y a quelque temps. Vous avez fait la surprise, on l'avait invité pour une conférence ici, une conférence sur son travail, et il avait publié un livre pour la conférence. Voilà, ça, c'est sa méthode de travail à lui aussi. Mais c'était la hauteur pour tous, donc déjà, il était sur ce sujet. D'autres questions ou... Non ? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais remercier nos invités très chaleureusement. Et on n'est qu'au début de ce sujet. Et en effet, la question de la tour, je réponds à François, on est bien d'accord que on n'est pas obsédé sur cette question, mais c'est parce qu'on avait choisi cet angle avec justement cette nouveauté ou par rapport à justement un changement à Paris. Ce qui est bien, c'est qu'on ne se l'interdit plus. Voilà, on ne se l'interdit plus. Donc, c'est ça, c'est positif. On ne se l'interdit pas. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut surtout pas en faire une recette pour tout le monde, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, on ne s'interdit pas d'y penser et de le faire. Donc, c'est bien. Ça permet des choses nouvelles. En tout cas, moi, j'ai bien entendu que 50 mètres, ça ne suffit pas, que ce n'est pas un standard, et qu'il y avait le risque de créer un autre vélome. Ah oui. Donc, c'est ça qui va amener à beaucoup plus de sorte de modulation de l'altimétrie. C'est vrai que l'avantage qu'on a eu, et ça c'est clair, c'est quand on est en premier, c'est vrai que le cahier des charges, à part le cahier des charges des maîtres d'ouvrage, qui était très clair sur les programmes, je pense qu'il y avait une liberté au niveau de la réponse architecturale, et qui était très claire, et qui était demandée. Donc il faudrait que ça continue. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, voilà, le logement, enfin, je continue à le dire, c'est 80% de la ville. Donc le sujet de la verticale, c'est une chose, mais c'est le sujet du logement en général. Donc les 80% de la ville, c'est ça qui doit être exceptionnel. Et c'est pour ça que la ville de Paris, elle est formidable. C'est qu'il y a quand même un caractère d'exceptionnel dans le site, donc dans les projets qui se font. On est sur un territoire de projet qui est quand même top.
Je veux dire, la qualité, elle est là, qu'on soit en ZAC ou dans la jungle du diffus de la ville. Je veux dire, la qualité, elle est là parce que le site est exceptionnel. Mais cette qualité architecturale, elle doit être tout le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, il y a des prix, il y a des coûts, mais il doit y avoir toujours de l'ambition. Et l'architecture, de manière générale, c'est une question d'ambition. Et c'est vrai qu'il y a quand même, on le sent, un discours un peu dominant sur le fait que le logement, il y a un côté sur l'humilité. Il y a quand même tout un... Et on en revient à l'image du logement social, l'image... Et je pense qu'au contraire, c'est-à-dire que la ville, elle doit être... Ces 80%-là doivent être exceptionnels. À la limite, les musées, que ce soit banal, mais que ce qu'il y a à l'intérieur soit exceptionnel, tant mieux. Mais je pense que les logements, et pour ça, c'est un sujet formidable, et je pense que la hauteur, ça permet de retrouver cet élan. Voilà. On va peut-être se quitter là-dessus, à moins que quelqu'un veuille intervenir, non ? Je dirais qu'il faut se méfier des tours de 50 mètres trop grasses, hein, parce que c'est un des travers de la chose, parce qu'on l'a consommé assez vite. Étant coincé à 50 mètres, la seule manière de s'en sortir, c'est de l'épaissir à mort. Voilà, donc ça donne des... J'espère que la France n'aura pas des tours bouffies de 50 mètres, donc il y a urgence à déplafonner le déplafonnement. Voilà. Merci, on va se quitter là-dessus. Je vous donne rendez-vous le 14 avril pour un prochain rendez-vous ici, un rendez-vous critique. C'est la tribune critique. Et d'ailleurs, au dernier rendez-vous critique, vous saviez que Home a été l'un des sujets. C'était longuement débattu autour de cette table avec des positions très... Et tous ne l'avaient pas visité. Hein. Moi, je sais qui l'avait visité, puisque je sais qui ne l'avait pas visité. Bon, mais en tout cas... Mais je peux donner les noms. Mais... Je vous renvoie à notre site où vous avez toutes ces discussions. Donc le 14 avril, ici même, dans cette configuration. Merci à tous. À bientôt.